Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire au cœur du livre. Alors après une pause de quelques semaines, nous revenons pour vous présenter tout le foisonnement littéraire de notre territoire vendéen. Et justement, ce foisonnement touche toutes les générations. Et notre invitée cette semaine en est bien la preuve une fois encore. C'est une jeune auteure vendéenne que nous accueillons. Elle s'appelle Charlotte Gaborio. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes originaire de Tiffauges. Vous avez fait des études de lettres modernes à Nantes et vous travaillez actuellement en région parisienne. Et vous avez fait paraître, il y a seulement quelques mois, aux éditions Percé, votre premier roman qui s'intitule « La dissidente destinée » ou « La première mésaventure d'Anna-Léa Stedlana ». Alors, c'est depuis l'enfance que vous vous passionnez pour les livres et en particulier pour la fantaisie. Oui, exactement. Ça fait très longtemps donc, que j'essaye d'écrire. J'ai écrit beaucoup d'essais, on va dire, depuis le plus jeune âge, qui sont plus ou moins lisibles, on va dire. Et en particulier la fantaisie, parce que ça a été beaucoup de mes lectures depuis l'enfance. Alors après il y a du fantastique, de la fantaisie, enfin tout ce qui est merveilleux, tout ce qui a de la magie, on va dire, du classique Harry Potter, en passant par Tolkien, en passant aussi par des romans un peu moins connus ou un peu plus humoristiques aussi, comme du Terry Pratchett, où on retrouve aussi ce côté magique, mais avec une petite touche d'humour. Donc ça m'a toujours intéressée et ça m'intéresse toujours. J'adore toujours lire ce genre et l'écrire, bien sûr. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres en particulier qui vous ont vraiment donné envie d'écrire dans ce genre littéraire ? Comme je disais, oui, effectivement, il y a les Harry Potter, bien sûr. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, forcément, un jour, il faudra que j'écrive. Il y a énormément de lectures qui m'ont donné envie d'écrire, et pas forcément que du fantastique. Je citerai aussi un de mes romans préférés qui n'a rien à voir avec ce genre, qui s'appelle le Shantaram. Et c'est un roman qui raconte une histoire plutôt historique, plutôt ancrée dans le réel aussi. C'est un foisonnement d'idées, de beaucoup de choses. Et ce roman il m'a transcendée, on va dire, et il m'a vraiment donné envie d'écrire, après dans mon genre à moi, on va dire. Donc c'est il y a quelques années que vous avez vraiment décidé de vous mettre sérieusement, entre guillemets, à l'écriture d'un livre, du début à la fin ? Exactement, oui. En fait, j'ai écrit beaucoup de premiers jets, et toujours avec la même histoire. Ça fait très longtemps que je l'emmène, cette Anna-Léa. J'avais écrit beaucoup de premiers jets qui n'ont jamais fonctionné pour moi, je les trouvais pas bien. Et il y a un jour, je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive un roman sérieux, et je vais y arriver. Donc je l'ai commencé, et au bout de 3 ans, j'ai fini par enfin écrire celui que je voulais, avec beaucoup de corrections, avec beaucoup de relectures. J'ai enfin réussi à en écrire un entier. C'était vraiment ce que je voulais accomplir, quoi. Donc la fantaisie, bien sûr, a servi de source d'inspiration. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, je ne sais pas, par exemple l'histoire, le monde médiéval peut-être, ce qui est souvent le cas dans la fantaisie ? L'histoire, forcément, oui. En plus, vous l'avez dit, je viens de Tiffauges, donc on va pas se mentir, avec le château, on a Barbe Bleue, exactement. J'adore les contes aussi, et les contes sont aussi ancrés dans l'historique et dans le fantastique. Ça, c'est une passion, j'aime beaucoup. Et aussi une inspiration qui est assez naturelle vu le genre que j'écris, la bande dessinée, avec notamment l'heroic fantasy. C'est un genre du coup qui est très graphique, il y a de l'histoire aussi, mais les graphismes de ces bandes dessinées m'ont donné l'imagination, m'ont fait imaginer mes personnages, je les ai imaginés dans telle tenue, dans tels endroits, parce que ça m'a aidé, ces bandes dessinées à les imaginer. Est-ce que vous dessinez vous-même ? Parce que le graphisme qu'on voit sur la couverture illustre un de vos personnages. Alors, je dessine moi-même. C'est pas moi qui ai fait la couverture. J'y avais pensé, mais j'étais pas assez douée pour dessiner l'animal qui se trouve sur la couverture, je dois l'avouer. Mais oui, je dessine moi-même. Ça m'aide aussi c'est une sorte d'exutoire et ça m'aide à faire sortir toute cette imagination aussi. J'écris, je dessine, comme ça tout ce qui est dans ma tête sort et je le mets sur le papier, d'une manière ou d'une autre, on va dire. Donc ce qui peut être aussi le cas dans le roman, vous savez, le roman semi-graphique, où on allie dessin, écriture, ça peut peut-être être quelque chose que vous allez développer, je ne sais pas, ultérieurement ? J'y pense. En fait, je pense écrire dans plein de genres différents, de toute manière, donc ça peut rester une possibilité, oui. Nous allons donc parler de l'ouvrage en lui-même. On suit les pas d'Anna-Léa Stedlana, qui est une jeune fille de 18 ans, qui a un destin un peu commun en fait. Exactement, oui. Elle se réveille donc dans un monde qui n'est pas le nôtre, ça il faut le noter quand même. C'est le propre du fantastique et du fantasy. Oui, je dis n'importe quoi.
c'est le propre de la fantaisie. Donc elle se réveille donc dans un autre monde à l'âge de 17 ans à ce moment-là. On la suit sur un an, hein. C'est pour ça qu'à la fin du livre elle en a 18. Et elle se réveille au fond d'une rivière bien tumultueuse, complètement amnésique. Dans un monde qu'elle ne reconnaît pas, on va dire, elle y est complètement perdue et elle se fait sauver par un jeune homme parce qu'il faut savoir que son monde aussi est très chaotique. Donc elle va avancer un petit peu dans ce monde à tâtons, comme si elle le découvrait entièrement alors qu'elle l'a connu par le passé. Elle va découvrir qu'elle est un peu la clé de voûte de l'avenir de ce monde, c'est-à-dire qu'avec elle, soit il va basculer dans l'horreur, soit il va se réparer. Elle sera la clé de voûte. Nous allons maintenant, Charlotte Gaborio, écouter votre premier coup de cœur musical. But you'll have to grab my throat and lift me in the air. If you need anyone, I'll stop my plans. But you'll have to tie me down and then break both my hands. If you need anyone, I'll be right there. But you'll have to grab my throat and lift me in the air. If you need anyone, if you need anyone, if you need anyone. Dans votre émission Au cœur du livre, notre invité cette semaine est Charlotte Gaborio, auteur de La Dissidente Destinée ou La première mésaventure d'Annalea Stedlana. Et nous venions d'écouter Jump Suite du groupe américain 21 Pilots, paru en 2018. Alors pourquoi ce choix musical, Charlotte ? Alors déjà, c'est un coup de cœur, tout simplement. C'est une musique que j'adore énormément. Ce groupe aussi, c'est un coup de cœur. Et si je devais faire un parallèle aussi avec mes choix artistiques, peut-être, ce sont des artistes qui sont très éclectiques. Leurs musiques mélangent beaucoup de styles, ils partent sur beaucoup de terrains, donc c'est pas habituel, je trouve, comme genre de musique. Celle-ci en particulier avait une tonalité un peu grave, un peu mystérieuse, donc elle pourrait, je pense, fonctionner aussi avec mon roman comme musique de fond, on va dire. Voilà, elle a un côté un peu
même cavalier, je dirais. Je Et un pense peu que sombre aussi. oui, très sombre. Ce qui justement renvoie à votre roman aussi. C'est ça, exactement. On est dans un monde très sombre, donc vous le dites vous-même dans votre livre, un monde où les hommes et les royaumes sont divisés, séparés par des murs. Exactement, oui. Est-ce qu'on peut y voir un renvoi peut-être à notre société, je ne sais pas, le fait qu'on a paradoxalement une disparition des frontières, mais aussi des murs qui peuvent apparaître entre les générations, entre les classes sociales, le fait qu'on n'ait plus de valeurs communes. Est-ce qu'on peut voir quelque chose en lien avec le monde réel? Totalement. En fait, au départ, vous allez rire, mais la raison pour laquelle j'ai pensé au mur, j'ai poussé le vice de Trump au maximum. Je me suis dit, je vais les faire, ces murs. Je vais les faire, mais entre toutes les créatures que j'ai, parce que dans le roman, j'ai mis beaucoup de créatures, vraiment beaucoup de créatures magiques. Et je me suis dit, je vais leur inventer une guerre, du coup, comme quoi ils ne se supportent absolument plus. Leurs différences raciales ne leur plaisent, enfin voilà, les font se mettre en guerre. Et voilà, j'ai poussé le vice au maximum. Je me suis dit, on va faire vraiment des murs avec des tours de guet, avec des gens qui circulent, avec des no man's land entre les deux. Et c'est totalement un reflet, oui, totalement de la société. Et c'est un genre de critique, mais c'est difficile de faire des critiques dans la fantasy, parce que c'est un genre qui est très loin, donc il faut réussir à faire le parallèle, du coup, avec notre monde à nous. Mais oui, c'était la volonté de dire, regardez, ils sont tous différents, mais ils pourraient si bien s'entendre, en fait. C'est terrible. Ouais. Et justement, dans votre roman, vous ne vous contentez pas d'inventer des personnages avec une fiction, mais vous créez vraiment un univers aussi propre à ces personnages, en créant justement une langue aussi. Exactement, oui. J'ai créé la langue. Il y a eu diverses raisons et divers moteurs, on va dire. J'ai fait des études de langue, donc déjà j'ai un amour pour les langues qui m'a fait me dire un jour, tiens, est-ce que je créerais pas ma propre langue, moi aussi? Il y a un modèle aussi, Tolkien, forcément, le linguiste qui a inventé sa langue, son monde, carrément des plans, enfin des cartes. Lui, il est allé là où personne n'est allé, on va dire. Et il y avait effectivement la motivation de créer vraiment l'univers pour une immersion totale du lecteur. Parce que la fantasy, c'est être dans un monde totalement autre. Donc, créer une langue, pour le lecteur, il se dit, je suis là, quoi. Je suis dans ce monde, je suis immergé, je suis parmi les personnages, et je m'y crois. Et c'était le but. Et justement, puisque vous parlez de Tolkien, on est dans un monde bien sûr imaginaire, mais qui renvoie toujours au réel finalement. C'est aussi le cas dans le monde de Narnia, dans le Trône de Fer. C'est toujours quand même un renvoi au réel, avec une inspiration quand même de l'histoire. Oui, totalement. Même alors, les mondes dont vous parlez sont très inspirés du réel en plus. Si je me trompe pas, pour Tolkien, il y avait une inspiration des guerres, de certaines guerres d'humains réels, on va dire. Je sais plus laquelle, mais oui, totalement. Il y a toujours, on puise dans le réel, mais on n'en parle pas, ou pas beaucoup. Mais on le sous-entend, quoi. Et on l'améliore, ou alors on le rend pire pour montrer ce que ça pourrait donner, ou voilà, en bien ou en mal, du coup. Et comment est-ce qu'on fait pour créer une langue? Est-ce qu'on s'inspire de ce qui existe déjà dans les romans de fantasy, ou est-ce qu'on s'inspire d'une langue vraiment qui existe dans notre monde? J'imagine qu'il y a différentes manières, mais en tout cas, la mienne, c'était pas du tout inspiré de langue fantastique, déjà. Je veux dire, Tolkien, je me suis pas du tout inspirée de lui, à part de ce qu'il a fait, enfin, de son œuvre, on va dire. Je me suis inspirée de langues européennes, des langues latines en particulier. Pour les mots, j'ai choisi... Comment dire, je les disais à voix haute et je me disais, tiens, ça c'est une belle sonorité, j'en ferais bien un mot. Et surtout, j'ai choisi des sonorités qui allaient bien avec ce que le mot voulait dire. Enfin, dans ma tête en tout cas. Je veux dire, si un mot était quelque chose de grave ou de méchant, ou voilà, je trouvais des sonorités qui allaient avec, et inversement avec un mot tout gentil ou un objet, voilà. Et effectivement, oui, pour le système, pour la manière de construire la langue, j'ai par exemple choisi un système de conjugaison semblable au français, donc avec des terminaisons, j'ai choisi les terminaisons, mais même système. J'ai choisi les déclinaisons grecques anciennes, du coup, pour décliner mes mots, forcément. Je me suis inspirée de certaines sonorités italiennes ou espagnoles, donc voilà, il y a un peu de tout, un petit peu d'anglais aussi, pour certaines lettres. Mais ouais. Donc Tolkien, lui, c'était les langues germaniques, vous vous inspirez plutôt des langues latines. Je suis plus langue latine, mais c'est mes études aussi qui m'ont fait aimer beaucoup
les langues latines en particulier, oui. Alors justement, si on pousse la comparaison avec Tolkien, est-ce que vous pensez que ces langues que vous avez créées, vous allez les utiliser juste pour votre roman, votre série de romans, ou est-ce que ça peut être utilisé pour d'autres romans ultérieurement? Je pense que je pourrais l'utiliser à l'avenir parce que ça a été beaucoup de travail. Déjà, pour la créer, c'était beaucoup de temps. Passer à créer toutes ces fiches, tous ces tableaux, enfin, c'était très long. J'ai inventé aussi l'alphabet. Bon, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais voilà. Donc, oui, ce serait un plaisir de le réutiliser ailleurs. Et puis même, j'adore parler d'autres langues. Et parler celle-ci, c'est comme si j'en découvrais une nouvelle, quoi, même si c'est moi qui l'ai inventée. Et donc, est-ce qu'il y a un message en particulier que vous voulez faire passer dans votre livre et à la suite dans les romans à venir? C'est vraiment, pour moi, un roman sur l'altérité. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, vous le verrez en lisant par rapport à mon personnage Analea et à sa némésis, sa grande ennemie Erasia. C'est vraiment un roman sur l'altérité et le fait d'avoir une haine pour l'autre, alors qu'en soi, rien ne nous y pousse. Enfin, je veux dire, on a tous des circonstances atténuantes, si je veux dire. On est tous frères et sœurs. Enfin, c'est un roman sur vivre ensemble et se faire la guerre, quoi. Nous allons maintenant écouter Charles Gaboriau, votre deuxième coup de cœur musical. Dig Radio, la radio qui vous écoute.
Dans notre émission Au cœur du livre, nous recevons cette semaine Charlotte Gaborio, auteure de La dissidente destinée ou la première mésaventure d'Analea Stedlana. Et nous écoutions dans ce deuxième extrait Hero du groupe de métal chinois et mongol Tenger Cavalry. Et ce morceau est paru en 2010. Alors pourquoi justement ce choix musical, cette fois-ci plutôt en lien avec l'Asie, avec des sonorités asiatiques comme on l'a reconnu dans cet extrait ? Parce que ce morceau, il allie deux choses que je trouve très intéressantes et que j'aime forcément, le métal et le côté folklorique. Et surtout un folklore qu'en en France ou en Europe, on touche pas beaucoup. C'est le côté mongol, asiatique, chinois. On écoute, ça peut arriver qu'on écoute du folklore nordique ou des choses comme ça, ou voire breton ou des choses comme ça. Mais vraiment asiatique, pas beaucoup. Et je trouvais ça intéressant, le mélange entre métal et des instruments qui peuvent être anciens aussi, comme on entend dans cette musique. Et comme on en parlait tout à l'heure, l'histoire, les folklores, c'est une grosse source d'inspiration pour le fantastique. Enfin, le folklore, oui, c'est lié, c'est totalement lié. Donc je trouve que c'est une musique qui est très épique, qui est très cavalière, qui va totalement avec le genre que j'écris et le bouquin que j'ai écrit aussi. Donc vous avez écrit votre livre au bout de 3 ans d'écriture, de relecture, de correction. Comment on fait après pour se faire publier, surtout qu'on a une vingtaine d'années comme vous ? Eh bien, on cherche. Moi, j'ai cherché sur Internet. La plus grande difficulté, en fait, c'était que j'avais écrit de la fantaisie et que peu de maisons d'édition vont publier un nouvel auteur, inconnu des lecteurs, qui écrit de la fantaisie. Il y a d'autres genres où ils vont pouvoir s'aventurer, ils vont se dire ok, on va tenter ça, mais la fantaisie en France, c'est encore, je trouve en tout cas, assez peu reconnu. C'est toujours considéré comme une sous-littérature, une paralittérature, comme un roman pour les enfants, pour les ados, alors que je pense qu'on peut y trouver des belles choses, on peut y trouver des très belles littératures, et on a des exemples en plus, étrangers et français aussi, qui nous montrent que c'est une littérature à part entière, qui peut être très belle. Donc c'était ça qui était assez compliqué. Donc honnêtement, j'ai regardé toutes les maisons d'édition qui pouvaient publier de la fantaisie, et puis voilà, j'ai envoyé mon petit manuscrit. Donc vous avez trouvé les éditions Percé, justement. Exactement, oui. Une maison en plus qui est basée juste à côté de Nantes, et qui est ouverte aux nouveaux auteurs, qui est ouverte à beaucoup de genres de littérature. On va passer par du fantastique, de la fantasy et de la science-fiction, mais pas seulement. On a aussi de l'historique, on a aussi de la poésie, donc c'est très éclectique. Il y a vraiment un large panel, et je trouve ça très agréable de voir ça, parce qu'ils laissent vraiment leur chance à beaucoup de monde. Voilà. Et comme le sous-titre de votre livre le sous-entend, il va y avoir une suite donc à ce premier roman. Exactement, oui. C'est prévu, c'est déjà commencé. J'avais pas envie de mettre juste tome 1 ou tome 2, donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit sous-titre. Et donc oui, il y a une suite qui est en chantier, mais pas seulement. J'ai aussi d'autres petits projets, on va dire. D'autres projets dans le même genre littéraire ou complètement différents ? Alors pas exactement, mais on va dire qu'il y aura toujours une fibre... au moins, aussi petite soit-elle, il y aura toujours une fibre merveilleuse. J'ai prévu d'écrire d'autres genres littéraires. J'aimerais beaucoup écrire des contes. Ce sera l'un de mes objectifs. Voilà, des contes. Mais tels qu'on les entend, les contes originels, les vieux contes, pas pour les enfants, ceux qu'on avait au 16e. Voilà. Le Perrault. Oui, c'est ça. J'ai pensé aussi à d'autres styles qui seraient un peu plus ancrés dans le réel. Bon, de toute façon, là, il est très peu ancré dans le réel. Mais où il y aurait toujours un petit ressort merveilleux, un petit quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'explique pas, mais qu'on l'admet quand même. Voilà, toujours un peu dans cette fibre-là, on va dire. Et même si vous avez d'autres projets littéraires, est-ce que vous comptez en faire votre métier ou vraiment faut que ça reste un loisir pour vous, en parallèle de votre profession ? En faire mon métier, non, ça m'intéresse pas. Déjà parce que ça représente des contraintes que j'ai pas envie d'avoir. Et en plus parce que je n'arriverai pas à écrire, je pense. J'écris, c'est peut-être bizarre, mais j'écris vraiment un peu sous la contrainte. Enfin, c'est bizarre à dire. Il faut que je fasse autre chose à côté, donc que je travaille à côté. Et c'est vraiment quand je trouve du temps que je me dis ça y est, je peux enfin écrire. Et non, je veux pouvoir écrire ce que je veux, dire ce que je veux dedans et me faire publier parce que ça m'a plu et qu'ensuite ça a plu. Je veux pas avoir de lignes qu'on m'a dit Vous voulez rester libre dans vos projets, dans votre écriture. Exactement, oui. Est-ce qu'à l'approche des fêtes de Noël, on va pouvoir vous retrouver en dédicace dans la région ou dans des salons ? Alors, il y aura peut-être une dédicace à Nantes
À la Talente, la date n'est pas encore tout à fait fixe. Et sinon, si vous êtes en région parisienne, en janvier, vous pourrez me retrouver au Cultura de Clé-Souilly. Charlotte Gaborio, un grand merci d'être venu nous présenter votre premier roman qui, je le rappelle, s'intitule La dissidente destinée ou la première mésaventure d'Anna-Léa Stetlana, est paru aux éditions Percé. Merci à vous. Merci. Et nous vous encourageons, donc, nos amis auditeurs, à suivre toute votre actualité donc, sur votre page Facebook Charlotte Gaborio. Et vous pouvez donc, amis auditeurs, comme chaque fin d'émission, tenter de gagner un exemplaire de l'ouvrage dédicacé par notre invité. En plus, il y a un très beau marque-page en répondant à la question suivante: quel âge a l'héroïne du récit de La dissidente destinée, Anna-Léa Stetlana? Vous avez la réponse, donc envoyez-nous la réponse par message sur notre page Facebook au cœur du livre ou en nous appelant directement à la radio au 09 53 23 05 41. Cette émission sera disponible bien sûr en intégralité sur le site de Dig Radio en podcast et sur la page Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode au cœur du livre. Merci de votre fidélité.